Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire autour de la dynamique des gaz verts. Et je remercie donc du coup Michel et Patrick pour l'organisation de ce type d'événement. Michel, je te laisse la parole si tu veux. Bonjour à tous. En tant que président de la ICVF, je suis très fier de notre partenariat avec GRDF et Ludovic, bien sûr. L'énergie est au cœur de nos préoccupations, l'énergie, le carbone. Il est vraiment important, je pense, pour nous de promouvoir des solutions bas carbone. Bien évidemment, il y a une forte orientation électrique sur la RE 2020, mais GRDF a énormément travaillé sur les gaz verts et il est vraiment important d'analyser toutes ces solutions et que nous puissions aussi remonter toutes ces informations au niveau des ministères pour envisager à court terme certaines évolutions sur l'ARE pour prendre toutes ces caractéristiques en compte. Voilà, le partenariat avec GRDF va se poursuivre sur 2022 et pour notre prix Bac plus 2 plus 3. Notre implication au niveau du monde de l'enseignement s'accélère puisque hier, une réunion de notre comité enseignant nous a permis d'avoir des contacts avec énormément d'établissements IUT et aussi une très forte établissement, très forte demande d'établissements BTS. Donc nous allons tous vous recontacter en espérant que cette période plus que compliquée de Covid, nous arrivions à l'oublier, espérons rapidement. Et notre action, que ce soit ICVF, mais aussi bien évidemment GRDF, s'inscrit absolument dans la dynamique des jeunes et nous allons vous recontacter aussi très rapidement. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci d'être présent à cette visio et je peux laisser peut-être 2 secondes la parole à Patrick avant que tu la reprennes, Ludovic. T'as pas ton micro, Patrick. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. C'est une démarche un petit peu innovante qu'on a initiée avec Ludovic. On espère que ça fonctionnera bien, que ça satisfera tout le monde et qu'on pourra renouveler ces opérations sur l'année 2022. Écoutez, merci Michel et merci Patrick. Effectivement, on est très heureux d'être votre partenaire sur le millésime 2021 et je remercie la ICVF pour nous avoir proposé d'être aussi partenaire et sponsor sur le millésime 2022. On a tout de suite dit oui puisque voilà, l'enseignement, ça nous importe chez GRDF. On a cette envie de transmettre notre savoir et nos connaissances et ça va être l'objet de ce webinaire. Donc je remercie les personnes qui sont physiquement là aujourd'hui et je fais un petit coucou à toutes les personnes qui me regarderont en replay parce que j'espère que vous serez nombreuses et c'est pour ça qu'on fait l'enregistrement. Alors je vais vous partager en complément la présentation du jour et on va regarder tout ça ensemble. Alors, attendez, petit bug, je vais vous partager la bonne... tac. Donc là, vous voyez bien à l'écran tout ce qu'il y a sur le titre. C'est bien ça? Attends, Patrick, je parle, mais je n'entends pas. C'est bon? Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on va commencer cette intervention. Donc, effectivement, avec un titre assez ambitieux. Et si les gaz verts avaient de l'avenir, comme Michel nous l'a dit en introduction, on peut penser que le gaz a mauvaise presse. Mais l'objectif de cette intervention, c'est de vous démontrer que c'est partiellement le vrai et partiellement faux. De dire que le gaz naturel fossile est une énergie
du passé, moi, j'ai aucun problème en tant que GRDF à le dire, puisque le gaz doit engager sa transition énergétique et environnementale, et c'est l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Et de dire que le gaz est une énergie d'avenir, bien effectivement, c'est vrai, puisque on va en parler, on va voir tout ça ensemble. Le gaz a sa place dans le mix énergétique français, parce que c'est une composante importante du mix énergétique français. Et comme le gaz est en train de se verdir par différentes manières, la somme de ces deux informations démontre que le gaz a toute sa place. Du coup, alors, je vais vous poser une petite question, une question ouverte. Vous voyez, on sort de la COP26. C'est un nuage de mots que je vous propose. Et justement, au sortir de cette COP26, est-ce que vous pouvez me rappeler les grands objectifs dans le bâtiment que vous connaissez? Alors, pas forcément ceux de la COP26, hein, puisqu'on ne les connaît pas nécessairement, mais si vous aviez des grandes tendances dans les différentes réglementations que vous connaissez, est-ce que vous avez des grands chiffres ou des grands objectifs à atteindre? Je vous invite à les écrire sur ce nuage de mots. Il en faut toujours un pour se lancer. Donc, je compte sur vous. Donc, les grands objectifs. Énergie positive. Alors, énergie positive, il en faut dans la vie et dans le bâtiment. Je suis bien d'accord avec vous. S'il y a d'autres contributions, je les prends. Alors, c'est vrai que comme on est un petit peu en sous-nombre par rapport à ce qui était prévu, matériaux biosourcés, effectivement, c'est un sujet qu'on abordera un petit peu moins. Mais si vous avez des notions un peu plus macroscopiques, si vous aviez des tendances autres, renouvelables, effectivement, la place des renouvelables. Ok, bah écoutez, je garde ces trois propositions, sauf si une dernière qui arrive. Non, il n'y en a pas une dernière. Effectivement, donc merci par votre participation. Alors là, vous voyez à l'écran les grands objectifs favorables au développement des énergies renouvelables. Et vous avez donc l'objectif, l'enjeu, et puis vous avez le texte qui s'y rattache. Donc vous avez tantôt la loi de transition, la loi énergétique pour la croissance verte, une loi de 2015. Vous avez la loi climat et résilience de 2021. Vous avez la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça c'est la version 2020, je crois. Vous avez la stratégie bas carbone, vous avez la loi énergie-climat de 2019. Voilà, vous avez un certain nombre de textes de loi qui délivre ces grandes tendances. Si on devait, donc là je vous ai mis un pêle-mêle, si on regarde la dernière en date, celle sur la loi climat et résilience, il y a une information qui est dite et que j'ai rappelée ici: multiplier les sources de production d'énergie locale et décarbonée par la création de petites unités de production d'énergie renouvelable. Eh bien ça, c'est typiquement un des concepts de la production de gaz vert, et on y reviendra dans le cadre de cette intervention. Une notion que Michel nous a présentée, en 2022, entrée en vigueur de la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020, on passe d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, et ça c'est la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui en parle. Décarbonation importante dans le bâtiment et dans le transport, donc ça forcément c'est la stratégie nationale bas carbone. Stratégie nationale bas carbone qui reprend ce chiffre et cette ambition forte: zéro émission nette en 2050. J'ai un petit bug là, c'est 2050. Qu'est-ce que ça veut dire zéro émission nette? Ça veut dire que ce qu'on va émettre comme émission, il va falloir le capter par des puits de carbone. Les autres tendances, une grande tendance, c'est la diminution des consommations d'énergie fossile, moins 30% par rapport, en 2030 par rapport à 2021, ça c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et puis vous avez la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe l'objectif de moins 19% de la consommation de gaz fossile en 2028 par rapport aux consommations de 2021. Pareil, toujours la diminution des émissions de gaz à effet de serre, donc la loi de transition énergétique et la loi énergie-climat rappellent cette ambition très forte. Donc vous voyez, on va diminuer les consommations d'énergie, surtout les consommations d'énergie fossile. On va produire localement de l'électricité décarbonée via des petits sites de production, et on va l'encourager.
On va avoir une nouvelle réglementation qui va s'appliquer dans le 9. Et puis, il y a une information qui est importante, c'est la loi anti-gaspillage, obligation au plus tard au 31 décembre 2023 de tri à la source ou de collecte sélective et valorisation des biodéchets. Et ça va nous intéresser aussi pour la production de gaz vert, puisque ça va être une matière première pour produire ces gaz verts. Si on regarde maintenant un peu plus en détail ce qu'est l'énergie en France, on voit que l'énergie, c'est un enjeu majeur parce que ça pèse à hauteur de 25 milliards dans le déficit commercial de la France en 2020. Donc ça, c'est les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique. Donc vous voyez que le gaz, c'est à peu près 5 milliards de déficit extérieur, de déficit commercial. Le pétrole, c'est 20 milliards. Et vous voyez que l'électricité est bénéficiaire puisqu'elle nous permet de réduire notre déficit extérieur de 1 milliard puisqu'on exporte notre production. Par contre, n'est pas pris en compte ici le fait qu'on achète de l'uranium, puisqu'on n'a pas d'uranium en France, notamment pour produire notre électricité d'origine nucléaire. Et du coup, ça, c'est pas pris en compte. On est vraiment sur de l'énergie finale. En tout cas, vous voyez que l'énergie est un enjeu économique et stratégique, puisqu'on est dépendant d'autres pays. Et ça va être toute la réflexion que je vais vous apporter au fur et à mesure de cette intervention. Et du coup, on va enchaîner par une petite question, un petit QCM. Selon vous, quelle est la part du gaz dans la consommation d'énergie primaire en France? Donc là, c'est pour vous montrer progressivement comment le... Hop, attendez, je vais réinitialiser. Hop, peut-être qu'il y a un bug. Ah, hop, excusez-moi, je relance le vote. Voilà, donc quelle est la part du gaz dans la consommation d'énergie primaire en France? Donc là, c'est pour vous montrer un peu quelle est la part, la place du gaz dans le mix énergétique français. Donc il y a un premier vote qui nous positionne à 16%. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir voter, participer. Hop. N'hésitez pas à vous, entre guillemets, vous mouiller. Même si on n'aime pas avoir de l'eau dans le gaz, n'hésitez pas à voter. Hop. Bien, effectivement, la bonne réponse, pour respecter le timing, c'était effectivement 16%, exactement 15,8% de la consommation. Enfin, 15,8%, c'est la contribution du gaz naturel dans la consommation d'énergie primaire en France. On voyait que le nucléaire est l'énergie la plus consommée dans l'énergie primaire, que les énergies renouvelables sont assez proches du gaz naturel et que le pétrole est la deuxième source d'énergie consommée, notamment pour les transports, puisque c'est la seule source, entre guillemets, privilégiée pour les transports. Donc vous voyez, nucléaire, effectivement, on produit l'électricité en France, mais l'uranium est importé des pays type Nigeria, Canada, etc. Donc on est dépendant de l'extérieur. Le pétrole est également, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les chiffres de la balance commerciale. Et le gaz est la troisième source d'énergie. Et vous voyez que les énergies renouvelables commencent à se développer de plus en plus, mais on est quand même assez loin des objectifs. Si maintenant je vous poser une question qui est assez, c'est un sondage là, une question sur la thermosensibilité, c'est un terme qu'on entend souvent. Et selon vous, qu'est-ce que la thermosensibilité? C'est la sensibilité dans la mesure d'un thermomètre, c'est la sensibilité du système énergétique en fonction de la température, est-ce que c'est la sensibilité de notre corps à la température extérieure, ou est-ce que c'est la réponse 4? Alors vous avez 3 réponses, vous avez 4 réponses. Effectivement, il y a plus de votants. J'ai vu qu'il y avait plus de personnes qui étaient rentrées. Merci pour votre participation. Effectivement, la bonne réponse, on le verra, c'est la sensibilité du système énergétique en fonction de la température extérieure, notamment. Et ça, c'est une notion très importante. Maintenant, une question un peu sympathique pour moi, mais vous verrez, je vous poserai la question un peu moins sympathique pour moi. Selon vous, là, c'est un nuage de mots, donc n'hésitez pas à noter ce qui vous passe par la tête. Quels sont les atouts du gaz, de l'énergie gaz? Voilà, si vous deviez me donner des atouts à cette énergie, le stockage, effectivement, le stockage, c'est très important. En France, on peut stocker à peu près un tiers de la consommation annuelle dans notre réseau ou dans nos cavités de stockage, facilement transportable. Effectivement, on a le plus grand réseau de transport et distribution d'Europe,
avec un peu plus de 200 000 km de tuyaux de canalisation. Et surtout, le réseau, puisque vous faites écho au réseau, ce qui est intéressant avec le réseau, c'est qu'il est déjà existant, amorti. Donc, c'est un actif qui est intéressant. Ce n'est pas des surcoûts à opérer pour faire notre transition énergétique. C'est déjà des euros ou des francs à l'époque qui ont été mobilisés pour développer le réseau. Polyvalent, chaleur, mobilité, électricité. Effectivement, le gaz peut être à plusieurs usages. L'usage premier qu'on connaît plus, c'était l'éclairage. Historiquement, c'est comme ça que Paris s'appelle la ville lumière, puisqu'il y avait les éclairages au gaz. Mais effectivement, après, c'est la chaleur, production de chauffage, d'eau chaude sanitaire. On a aussi l'usage cuisson. Et puis après, effectivement, de plus en plus, la mobilité. Et effectivement, le gaz est utilisé pour la production d'électricité en mode centralisé via les centrales à gaz et en délocalisé via la cogénération. Écoutez, merci beaucoup. Du coup, je vais vous poser l'autre question, forcément. Le pendant, quels sont les talons d'Achille du gaz? Allez-y, dites-moi tout ce que vous pensez sur les défauts de cette énergie, puisqu'elle en a. Et vous verrez que c'est important de... Ces deux questions ne sont pas anodines, puisque justement, l'objectif dans la stratégie finalement que doivent avoir les pouvoirs publics, c'est jouer sur les qualités des énergies qui composent notre mix énergétique, tout en lissant les défauts. Donc allez-y, Ah, attends, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une bêtise, je n'ai pas ouvert l'activité. Voilà, vous pouvez noter, excusez-moi, c'est moi qui n'avais pas cliqué sur le bouton. Je vous trouvais bien silencieux. Explosif. Explosif, effectivement, il y a un caractère dangereux, donc c'est pour ça qu'il y a une réglementation très stricte sur les installations gaz et un entretien annuel sur les équipements générateurs. Carbone, effectivement, c'est une énergie carbonée, et moi j'ai aucun problème à dire que c'est une énergie carbonée, puisque c'est une réalité déjà. Après, il y a carbone et carbone, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le gaz naturel, comme on le connaît, énergie fossile, c'est une énergie carbonée, puisqu'on l'extrait de sites où il a été produit finalement par à la force de l'âge. Et là, c'est vrai qu'on remet du carbone dans l'atmosphère. Par contre, les gaz verts, ce ne sera pas le même carbone, ce ne sera pas la même stratégie et la réflexion. C'est pour ça qu'il sera moins carboné. Pardon. Difficile à transporter. Alors, il y a quand même le réseau, c'est quand même bien développé pour transporter le gaz des pays producteurs aux pays consommateurs. Et on a différents moyens de le transporter, soit par bateau, soit par les réseaux qu'on connaît. Faible densité. Effectivement. Hop, donc merci pour cette participation. Et vous allez voir où je veux en venir. J'en ai commencé un petit peu à en parler. Voilà. L'idée, c'est vraiment de jouer sur les qualités de chacune des énergies qui composent le mix énergétique, tout en lissant les talons d'Achille. Effectivement, comme vous l'avez dit très justement, le gaz naturel, c'est une énergie, elle est essentielle à notre mix énergétique, puisqu'elle représente à peu près 16% de notre consommation d'énergie primaire. Elle est intéressante puisqu'on peut stocker ce gaz dans nos réseaux, et surtout, on peut répondre à la pointe hivernale, puisque, comme vous le savez, en hiver, en fonction de l'heure de la journée ou des différents mois, on a des pointes de consommation sur le réseau électrique qui, si on a un système électrique qui aussi assure les besoins en chauffage, ça peut mettre le réseau électrique en tension. Donc le gaz, lui, peut venir soulager ce réseau électrique. Donc on va jouer la complémentarité des énergies. Et le gaz est un très bon moyen pour lisser cette pointe de chauffage. Ça reste l'énergie fossile la moins carbonée par rapport au charbon, par rapport au fioul, mais il y a quand même du carbone, et c'est pour ça que derrière, les gaz verts vont amener encore des atouts très forts à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, c'est une énergie qui permet de réduire les émissions de CO2 et des polluants en substitution du pétrole, notamment dans les transports. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de la mobilité au gaz naturel. Par contre, voilà, comme c'est une énergie fossile, on sait que elle doit être remplacée par les gaz verts ou les gaz de synthèse, qui sont beaucoup moins carbonés. Donc, vous voyez, on répond à un enjeu de la loi climat et résilience
de produire dans des sites localisés de l'énergie décarbonée et locale. Après, si on se penche sur l'électricité, chaque degré perdu en hiver, ça présente un appel de puissance de 2400 MW. Donc, c'est ce que vous parlez sur la pointe électrique et la tension qu'il peut y avoir sur le réseau. Surtout que cette tension, elle varie en fonction de la journée, du mois. Vous voyez, là, il y a un petit graphique. Le matin, les gens se lèvent pour aller au travail, donc il y a un pic de consommation, un usage de l'éclairage, du chauffage, etc. Donc un pic de consommation à gérer. Et puis, en fin de journée, pareil, un pic qui est beaucoup plus important à gérer. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les gestionnaires du réseau RTE de gérer cette pointe électrique. Donc, on voit qu'on a un système électrique qui est thermosensible, puisque chaque degré perdu va créer peut-être potentiellement une tension sur le réseau. Donc, tout flécher sur l'électricité, notamment en chauffage, peut s'avérer être compliqué à terme, et c'est un des enjeux de la future réglementation environnementale. Surtout que vous voyez que sur le graphe qui est à l'écran, que le réseau français, avant la RT 2012, on voyait que la thermosensibilité, vous voyez sur le graphe, augmentait. Entre la RT 2005 et la RT 2012, vous voyez que cette thermosensibilité a augmenté. On a de plus en plus consommé d'électricité. Pourquoi? Parce que c'était une réglementation très pro-électrique dans le résidentiel et dans le tertiaire. Et c'est pour ça que la RT 2012 est venue rééquilibrer les énergies, surtout dans le logement, parce que dans le tertiaire, en fonction des segments, l'électricité est prédominante, et dans d'autres secteurs d'activité, c'est le gaz qui est plutôt prédominant. Mais globalement, la RT 2012 est venue casser cette thermosensibilité en répartissant un peu mieux les énergies en fonction des segments de marché, pour justement éviter le blackout électrique. Il faut le dire comme ça. Surtout qu'en parallèle, les énergies renouvelables, elles ne peuvent pas permettre de répondre à cette pointe. On en fait la promotion, mais quand on regarde au global, le photovoltaïque, il produit surtout en été, alors que la pointe arrive on connaît beaucoup la pointe hivernale. Alors peut-être qu'on aura une pointe estivale aussi avec le développement de la climatisation, qui est un enjeu, on voit, avec les différents étés qu'on vient de passer. Alors pas le dernier été, puisque c'est vrai que c'était une contre-référence, entre guillemets, mais les derniers étés qu'on a connus, on a connu des pointes de chaleur nombreuses, récurrentes et de plus en plus prégnantes. Donc, peut-être qu'on aura une pointe estivale également, à laquelle le photovoltaïque pourra contribuer. Mais globalement, voilà, le photovoltaïque, c'est une énergie d'été, pas d'hiver. L'éolien, vous voyez qu'il produit plus en hiver, mais ça reste aléatoire. Hein, c'est intermittent, comme on dit, les énergies renouvelables sont intermittentes. Et puis l'hydraulique, c'est surtout au printemps que la contribution va être importante. Alors, au moment de la fonte des glaces, les barrages sont chargés à bloc et du coup pourront produire cette électricité verte d'origine hydraulique. Donc vous voyez que comment on peut gérer cette pointe électrique, les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement la réponse. Après, ce qui peut être sollicité, c'est les organes de cogénération au gaz notamment, ou à la biomasse. On va utiliser la cogénération dès lors qu'on va avoir des besoins en chaud, donc en hiver, et en parallèle, ça va produire de l'électricité. Donc ça va être pertinent, puisque là, du coup, on va jouer la mixité, la complémentarité des énergies. On va avoir un réseau électrique qui va se tendre, puisque la température extérieure va descendre, et du coup, on va solliciter des organes de cogénération pour produire de la chaleur dans les bâtiments et produire de l'électricité pour soulager un petit peu le réseau électrique. Donc là, on voit toute l'intelligence et la complémentarité des réseaux. Maintenant, si je vous montre un peu le profil sur l'année, là je crois qu'on est en 2019, voilà, les profils de consommation, on voit véritablement la thermosensibilité française et la spécificité. Vous avez 4 fois plus de consommation en été qu'en hiver, comme vous le voyez sur ce graphe. Et si le bandeau nucléaire peut répondre assez bien aux besoins estivaux, vous voyez que en hiver, eh bien, on a un déséquilibre notable, et c'est là où le gaz a toute sa place dans le mix énergétique, puisque vous voyez que le gaz contribue fortement à répondre aux besoins et au confort de la population française par rapport à cette pointe hivernale, au regard justement de la production d'électricité d'origine nucléaire. Surtout que, vous le voyez dans les réglementations, fin du fioul à partir de 2022, le charbon
pareil, disparaît de plus en plus. Donc, si on enlève ces énergies renouvelables et qu'on ne diminue pas forcément les consommations, puisqu'on n'y arrive pas nécessairement, et si on enlève le gaz aussi dans ce mix énergétique, eh ben, vous voyez bien que l'électricité ne va pas pouvoir répondre à 100% des besoins. Donc, la contrepartie, c'est que le gaz a toute sa place dans le mix énergétique. Par contre, il faut qu'il se verdisse. Et là, c'est tout le sujet qu'on positionne auprès des pouvoirs publics. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que ces graphes soient connus de vous et aussi des pouvoirs publics, parce que derrière, il y a des arbitrages très importants. Et c'est vraiment, derrière, c'est tout nos systèmes énergétiques qui en dépend. Après, une petite question. Sur la provenance du gaz. Vous voyez, le gaz a une place importante. Il est beaucoup plus mobilisé en hiver qu'en été. Mais ce gaz qu'on consomme aujourd'hui, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de Russie? Est-ce qu'il vient de Norvège? Est-ce qu'il vient d'Algérie? Est-ce qu'il vient du Qatar? Ou est-ce qu'il vient de France? Alors, toutes les réponses ne sont pas anodines. Alors, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro si nécessaire ou à me poser des questions dans le fil de conversation. N'hésitez vraiment pas. Ça se veut interactif par la présentation que vous avez à l'écran, mais je veux aussi que si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez absolument pas. Du coup, merci pour votre vote. Effectivement, la bonne réponse, c'était la Norvège. Mais vous voyez ici un peu le profil, vous voyez à l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien à l'écran le profil de consommation? Je n'ai pas l'impression. Non, vous ne le voyez pas. Attendez, hop. Voilà, là vous le voyez. Alors là, vous voyez, voilà vous voyez en bleu, donc aujourd'hui c'est la Norvège qui contribue à peu près à 35% du gaz consommé, enfin qui nous alimente à hauteur de 35% du gaz consommé en France. Derrière, vous avez la Russie et vous avez les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui étaient historiquement nos deuxièmes fournisseurs, mais ça a diminué parce qu'ils ont fermé leur site de production. Et pourquoi j'avais parlé de la France? Parce que la France, comme ça va être un petit peu, c'est pour ça que je vous amène dire progressivement dans mon intervention, mais la France va produire son gaz sur son territoire. Donc, pourquoi je vous parlais du déficit commercial? C'est que si on produit notre gaz en France, eh bien, on va aussi améliorer la performance économique globale du pays, puisque on va économiser à la rigueur, par exemple, 5 milliards de notre déficit commercial. Ça, c'est vraiment des notions qui sont importantes, puisque l'énergie, finalement, c'est de la géopolitique aussi. Il y a des enjeux très importants autour de cette notion. Donc, moralité, par cette introduction, le gaz a toute sa place dans le mix énergétique, sous réserve de se verdir, et ça, je n'ai pas de problème pour le dire, car c'est une énergie stockable, vous l'avez dit. C'est une réponse à la gestion de la pointe hivernale, ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Il y a une part importante dans le mix énergétique français, ça, c'est le chiffre de 15,8%. Et puis, il y a un réseau existant et amorti avec un maillage fort et cohérent. Voilà, ça c'est quand même les atouts, mais s'il ne se verdit pas le gaz, on n'y arrivera pas. Et ben, c'est tout l'objet de mon intervention. C'est là aujourd'hui, le gaz, le monde gazier connaît sa 3e révolution. Et je trouve ça, je l'avais dit dans le précédent webinaire, je trouve ça extraordinaire de vivre ça en tant qu'employé d'une société. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je travaille chez GRDF. J'ai eu à ma connaissance cette émergence autour du gaz vert, et comme ça répondait beaucoup à mon parcours de formation universitaire et scientifique, et ben je me suis engouffré dans cette brèche, parce que c'est très rare de connaître des révolutions majeures dans une entreprise, et là, GRDF en connaît une majeure. On va quitter les gaz des pays importateurs dont on a parlé tout à l'heure, pour produire un peu partout dans le territoire du gaz vert. Donc, c'est vraiment une révolution. Donc là, vous voyez à l'écran, voilà, on va passer du gaz naturel, qui est une ressource finie, une énergie fossile, qui contribue au réchauffement climatique, à un gaz vert, un gaz renouvelable, dont la ressource est infinie, puisqu'on va utiliser notamment la méthanisation, qui est un des grands pourvoyeurs matures de production de gaz vert, pour produire ce gaz. Et ça répond aussi aux enjeux de la loi climat résilience, puisque toutes ces unités de production vont être dispersées dans tout le territoire. Pourquoi on parle de 3e révolution gazière? C'est qu'avant, vous aviez les fameuses usines à gaz, expression française que tout le monde connaît. On produisait le gaz en périphérie des villes et on venait alimenter notamment l'éclairage des communes. Alors, c'était un réseau très fuitard,
Le méthane, c'est un pouvoir de réchauffement climatique qui est relativement important, donc c'était voilà, pas forcément la bonne solution, mais à l'époque, on avait le niveau de connaissance assez réduit. Après, on est passé sur du gaz de réseau, donc on a découvert des poches de gaz un peu partout sur le territoire français, mais aussi international, et on est venu exploiter ces poches de gaz et qu'on est venu transporter et distribuer par un réseau, un maillage très fort. Donc vous avez un petit peu la petite carte. Donc là, c'était une infrastructure centralisée, comme on l'a en électricité aussi. On a des sites de production très centralisés, et après on a un réseau qui vient distribuer cette électricité. Pour le gaz, c'est un peu pareil. Eh bien, la troisième étape, la troisième révolution, ça va être plutôt, on va quitter ce monde de pays exportateurs de gaz à notre profit pour produire nous-mêmes notre gaz. Et l'ADEME nous dit que dans certains scénarios, en réduisant notre consommation, puisqu'il y a un enjeu fort sur la réduction des consommations d'énergie, eh bien, à horizon 2050, on pourrait être 100% gaz vert en France, aussi bien dans le bâtiment que dans la mobilité. Et ça, c'est un bel objectif, un bel enjeu, aussi bien à l'échelle du territoire. Si on est franco-français, si on est un peu chauvin, on a un bel objectif à relever. Et pour nous, gaziers, c'est vraiment une mutation très importante. Donc, si je vous devais vous schématiser un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est que la méthanisation? C'est un premier canal pour produire notre gaz vert. Eh bien, c'est un peu comme une recette de cuisine. Les ingrédients de départ, c'est des intrants, c'est des résidus, c'est des déchets. Donc, les déchets d'une activité vont devenir la matière première de la méthanisation. Ces déchets, on va les valoriser pour produire ce gaz. Donc, les déchets qui vont être la matière première, ça va être les résidus d'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Ça va être les déchets des collectivités et des ménages. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, fin 2023, obligation de trier tout ce qui est biodégradable pour venir justement alimenter les méthaniseurs. Il y a déjà des expérimentations aujourd'hui comme la mode Beuvron qui collecte les déchets verts pour venir alimenter les sites de méthanisation. Et vous avez aussi les boues de stations d'épuration. Effectivement, quand vous traitez les eaux, vous avez une fraction solide qui s'appelle les boues d'épuration. Et ça, vous pouvez encore les dégrader via l'action bactérienne. Du coup, en les dégradant, vous produisez du biométhane et derrière aussi un engrais. Donc, vous mettez tout ça, par exemple, ces trois intrants, ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez n'en mettre qu'un. Vous les mettez dans une espèce de cocotte minute, ce qu'on appelle le digesteur. Donc là, on va mettre les bactéries dans des bonnes conditions pour qu'elles puissent dégrader cette matière organique, produire du biogaz. Donc le biogaz, c'est un mélange de gaz majoritairement constitué de méthane et de CO2. Et on va avoir une fraction solide qui va être le digestat qu'on va épandre dans les champs. Donc on va moins consommer d'engrais, du coup, puisque c'est un engrais très riche qui va permettre d'être valorisé sur les champs. Donc ce biogaz, on va l'épurer. On va donc récupérer le méthane qu'on va odoriser. On va contrôler ses caractéristiques avant injection sur le réseau pour les usages que vous connaissez, eau chaude, chauffage, mobilité et cuisson. Si on regarde maintenant le maillage un peu plus fin, donc vous avez le maillage beaucoup plus fin, les différentes étapes un peu plus détaillées. Donc comme je vous disais, le biogaz brut, voilà, la composition c'est entre 50 et 60% de méthane. Il faut qu'on enlève le CO2, l'eau, le soufre, l'ammoniac, tout ça, faut qu'on le traite. Et derrière, on va pouvoir n'avoir que le méthane qu'on va injecter dans le réseau. Avant, il faudra l'odoriser, puisque effectivement, le méthane n'est pas un gaz avec une odeur. Mais par contre, pour détecter les fuites, on est obligé de l'odoriser. C'est un aspect sécurité, comme vous l'avez noté dans le gaz. Donc, et après le digestat, très important, c'est la valorisation de la fraction solide qui va être épandue dans les champs. Donc voilà, après vous avez les contrôles de qualité, vous avez le comptage parce que derrière, comme on va produire ce gaz, il va être vendu sur le réseau aux fournisseurs, généralement, on va dire simplement comme ça. Et derrière, il va être
injectés dans le réseau. Donc aujourd'hui, biométhane et gaz naturel cohabitent dans le même réseau, mais à terme, le pourcentage de gaz naturel va fortement diminuer au profit du biométhane. Et du coup, vous avez les usages qui sont répertoriés. Si maintenant, en vrai, à quoi ça ressemble? Vous avez ces petites yourtes que vous pouvez voir peut-être à proximité dans vos territoires, puisque vous le verrez, il y a de plus en plus de sites de méthanisation qui existent dans le territoire. Et là, vous avez les différents organes qui composent un site de méthanisation. Là, par contre, vous n'avez pas l'unité de stockage pour venir alimenter régulièrement le site de biométhane. Si maintenant, vous devez vous donner quelques ratios à retenir, vous voyez, entre 10 000 et 15 000 tonnes de déchets par an, ça permet de produire 10 000 tonnes de digestat. Donc, ça vous permet de réduire la consommation d'engrais de synthèse de 50%. Quand on sait que la chimie de production des engrais est extrêmement énergivore, extrêmement polluante malgré tout, c'est quand même aussi un geste envers l'environnement. Donc là, on agit sur un autre levier. Et ça nous permet de produire à peu près 100 normomètres cubes par heure de biométhane, ce qui permet d'injecter 9000 mégawattheures par an dans les réseaux, ce qui permet d'alimenter 1500 maisons de type RT 2012 pour couvrir les besoins en chauffage et en ECS, ou de faire rouler 40 bus au bio-GNV par an. Donc vous voyez, c'est important. Et les collectivités s'intéressent fortement à cette énergie. Pourquoi? Parce que derrière, comme elles veulent verdir aussi leur flotte de véhicules type bus, donc transport public, type collecteur d'ordures ménagères, elles peuvent mobiliser le bio-GNV pour justement faire rouler leur flotte et diminuer l'impact environnemental de cette activité. Et il y a de plus en plus de communes qui le font. Et vous voyez, il y a aussi un enjeu important, c'est aussi c'est des emplois, c'est aussi générateur d'emplois. On dit qu'il y a à peu près 3-4 emplois par site de méthanisation. Justement, un petit sondage, est-ce que vous savez combien de sites aujourd'hui injectent dans les réseaux? Parce qu'il faut bien comprendre que la méthanisation, aujourd'hui, la majeure partie des sites qui existent sont plutôt des sites où le gaz produit est plutôt utilisé en cogénération, donc on n'injecte pas. Donc il y a à peu près 1200 sites qui sont en cogénération, donc le gaz produit est directement brûlé en chaleur et production d'électricité. Tout l'intérêt de la méthanisation, c'est vraiment d'injecter ce biométhane dans les réseaux et derrière de réduire l'impact environnemental du gaz que GRDF distribue. Alors, donc le 1200, c'est pas la bonne réponse, puisque c'est vraiment 1200, c'est vraiment le nombre de sites qui n'injectent pas dans les réseaux. Par contre, la bonne réponse, effectivement, elle est en train de se détacher, c'est 3. Effectivement, aujourd'hui, on a 333 sites qui injectent dans les réseaux. Et surtout, la dynamique est extrêmement positive, puisqu'on a plus 110 sites qui ont été raccordés. Ça, c'est les chiffres d'octobre 2020. Donc, c'est plus 110 sites par rapport à début de l'année. Donc, vous voyez, la dynamique est très, très forte. Et aujourd'hui, à peu près un peu moins de 6 TWh de biométhane dans nos réseaux. Aujourd'hui, en France, on consomme à peu près entre 420 et 460 TWh de gaz. Donc, vous voyez, c'est un peu plus d'1% des consommations de gaz. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gaz, les consommations d'énergie au global vont diminuer. Dans le bâtiment, les consommations d'énergie vont fortement diminuer. Donc, si vous diminuez les consommations d'énergie et que vous augmentez la part de gaz vert, mécaniquement, vous allez pouvoir atteindre, comme vous jouez sur le numérateur et le dénominateur, vous allez pouvoir rapidement atteindre ces 100% gaz vert à horizon 2050. Vous voyez sur la carte l'ensemble des sites de production de gaz qui sont déjà en fonctionnement. Donc là, je vous ai mis le lien auquel vous pourrez aller regarder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a surtout plus de 1200 projets qui sont en attente, ce qui représente 27 TWh par an de capacité de production. Donc c'est extraordinaire pour cette énergie. La dynamique est lancée et elle est très forte.
Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. À tel point que, vous voyez, aujourd'hui, la région française qui contribue le plus, c'est la région centre-ouest. Donc là, c'est uniquement au périmètre des sites qui injectent dans le réseau GRDF. Mais le potentiel, il est en Nouvelle-Aquitaine, il est en Hauts-de-France, il est en Grand Est. Même à terme, la région Nouvelle-Aquitaine pourrait être excédentaire en production de gaz vert. Hop, alors, attendez. Hop, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Hop. Donc, bonjour au nouvel entrant. Et je continue. Donc, le nouvel entrant, je vous invite sur le bandeau bleu, vous avez le lien Bicast. Je vous invite à vous connecter sur le lien Bicast. Bicast Live et à rentrer le code session X16J pour participer avec nous. Et j'en profite pour voir. D'accord, donc c'était un petit message pour dire que vous n'arriviez pas à interagir, mais que vous étiez une vingtaine de personnes dans la salle, 13h08. Merci beaucoup, Tortue Tendre. Voilà, c'est super. Là, je vous pose une petite question puisque, sur le contenu CO2 du biométhane, puisque tout l'intérêt de cette nouvelle énergie, c'est comme on parle de gaz vert, c'est d'en diminuer le contenu CO2. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle d'une énergie fossile à une énergie verte. C'est que tout l'enjeu est dans la réduction du contenu CO2 de cette énergie. Puisqu'on sait que voilà, notre pari, c'est de verdir notre gaz. Et comme on le verdit, en réduisant son impact environnemental. Et aujourd'hui, l'unité de mesure de cet impact environnemental, c'est le contenu CO2 du biométhane. OK, merci pour... Hop, je vous laisse finir de voter. Hop, où est-ce que je suis moi, avec ma souris? Hop, me voilà. Merci. Hop, alors ces chiffres n'ont pas été pris au hasard. La bonne réponse, c'était 24. Alors je vous explique un peu pourquoi le pourquoi du comment. Alors 243, c'était historiquement le contenu CO2 du gaz naturel. Donc là, il a un petit peu diminué, il est plutôt à 227 maintenant. 180, c'était le contenu CO2 de l'électricité qui était pris en compte dans le DPE, dans l'ancien DPE. 79, c'est le contenu CO2 de l'électricité, tous usages qui est retenu dans la RE 2020. Et puis, hop, si je reviens en arrière, 210, c'était le contenu CO2 de l'usage chauffage qui était retenu à l'époque dans l'expérimentation E+, C-. Donc là, c'était assez cohérent puisqu'il y avait un contenu CO2 variable en fonction des usages pour l'électricité. Puisque c'est vrai qu'en chauffage, comme on mobilise comme on l'a vu tout à l'heure sur le... Je vous remontre ici, sur le profil de consommation, en hiver, on mobilise beaucoup plus d'énergie carbonée pour produire de l'électricité. Donc, c'est pour ça que le contenu CO2 du chauffage dans le référentiel E+, C- était à 210, puisque l'électricité était produite non pas à base de nucléaire, mais beaucoup plus à l'aide de moyens carbonés. Ceci explique cela. Donc, vous voyez que le gaz vert se positionne à 24 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure brûlé. Donc, c'est très très bonne nouvelle. Donc, on diminue par 10 le contenu CO2 de notre énergie. Néanmoins, dans la base carbone, la valeur retenue est à 44. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes périmètres et hypothèses de calcul. Donc, si on fait vraiment une ACV sur le biométhane, on est à 24 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Par contre, si on est dans la logique de la base carbone et dans les hypothèses de calcul de la base carbone, on est plutôt à 44. Mais quoi qu'il arrive, on est sur un chiffre très intéressant, puisque du coup, on va réduire l'impact environnemental. Alors du coup, on va toujours émettre du carbone dans l'atmosphère, mais par contre, on va éviter un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre du cycle de vie. C'est pour ça qu'on arrive à diminuer par 10 le contenu CO2 de cette énergie. Donc n'hésitez pas, s'il y a des petites questions, vous pouvez aussi les poster sur Bicast. Hop. Maintenant, si on regarde un peu les différentes étapes du projet, c'est des projets qui sont assez longs à mettre en œuvre, mais la période de construction tend à diminuer, puisque maintenant, ce sont des projets qui sont connus par les banquiers, par exemple, ce sont des projets qui sont connus par les collectivités territoriales, ce sont des projets qui sont connus aussi par le monde agricole, qui est un levier très important dans le portage de ces projets. Et c'est aussi hyper important pour les agriculteurs de produire localement de l'énergie et de aussi, eux, verdir leur métier.
Donc là, vous avez à peu près les grandes étapes à réaliser avec les périodes associées. Et il y a même un guide qui a été rédigé par le conseil départemental de la Seine-et-Marne avec le CAU, donc le conseil en architecture, urbanisme et environnement du Seine-et-Marne également, de la Seine-et-Marne, pour justement accompagner les porteurs de projets à développer ce type de projet avec les collectivités territoriales, à intégrer dans le paysage plus facilement ce type d'installation, à aussi être pédagogue auprès des voisins qui verraient peut-être d'un mauvais œil l'arrivée de ce type de production, voilà, pour essayer de favoriser et de développer ce type de mode de production. Surtout qu'il y a eu des bonnes nouvelles en 2021 sur le développement de la méthanisation, puisque la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, a avancé sur le zonage, sur le financement justement du développement des méthanisations. Qu'est-ce que c'est que le zonage? En fait, c'est établir le réseau le plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement et les conditions d'injection des installations de production de biométhane. En gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a eu une étude qui a été faite, l'étude Salagro 2050. C'est cette étude qui a été faite aussi avec l'ADEME qui dit qu'on peut atteindre le 100% gaz vert à horizon 2050. Et du coup, à partir de cette étude, ils se sont dit, on va développer le zonage dans les territoires où on a le plus grand potentiel de production de gaz vert, potentiel qu'on a identifié via l'étude Salagro. Donc, encore une fois, de la cohérence, du bon sens, on va donner les moyens de développer le gaz vert dans les régions françaises où on a vraiment du potentiel. Donc aujourd'hui, là, la CRE a donné des moyens financiers pour injecter plus de 35 TWh de biométhane à horizon 10 ans. Donc là, on développe des infrastructures pour permettre de faciliter le raccordement des installations là où elles vont pouvoir se développer. Et vous voyez que finalement, le budget, il n'est pas nécessairement très élevé, très important. On est en dessous d'1 milliard d'euros. Alors, en tant que gazier, je me suis permis une petite pique par rapport à l'EPR de Flamanville, où aujourd'hui, uniquement l'EPR de Flamanville, c'est 19 milliards. Et encore, c'est pas encore fini. On ne sait pas au final combien ça va vraiment coûter. Donc, vous voyez, là, on a une solution intéressante. On réduit l'impact environnemental du gaz brûlé. On améliore l'image des installations agricoles en diminuant aussi leur impact environnemental puisqu'elles vont consommer moins d'engrais, elles vont mieux traiter leurs déchets. On va aussi collecter les déchets de la collectivité, des bouts d'épuration pour les valoriser dans cette production. Donc c'est vraiment très, très intéressant d'un point de vue économie circulaire. Ça, c'est vraiment un gros désavantage. Une autre bonne nouvelle, ça a été induit dans la loi climat résilience, c'est la mise en place d'un dispositif complémentaire de soutien à la production de biométhane sous forme de certificat de production de biogaz. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les fournisseurs de gaz vont être obligés de produire des certificats verts autant de volume de gaz qu'ils livrent à leurs clients finaux. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'acheter finalement des quotas de gaz vert. Cet argent va être injecté dans la sphère privée pour financer justement le développement de cette énergie. Donc c'est très intéressant. Là, on donne des moyens complémentaires pour développer cette énergie et ça ne touche pas aux finances publiques. Là, c'est vraiment dans la sphère privée qui s'autogère et qui se dit, voilà, on va développer cette énergie et on oblige les fournisseurs à aller plutôt vers un gaz décarboné que vers un gaz fossile carboné. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour le développement de cette production et le financement de cette production. Justement, on en vient justement à, une fois que ce gaz vert et ce biométhane est produit, comment on peut le valoriser. Le recours à ce qu'on appelait les certificats verts ou les garanties d'origine. Donc, soit on émet des garanties d'origine, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, moi, j'ai produit tant de gaz vert et je vous garantis sa production, parce que je l'ai acheté, j'ai financé. Du coup, ça m'ouvre droit à vous vendre ce gaz vert, ce qu'on appelle les garanties d'origine. Soit c'est directement un financement de la production de biométhane en substitution d'une production ENR locale ou compensation carbone. Donc là, c'est vraiment, là, par exemple, c'est une collectivité locale qui va dire, moi, je finance un site de production pour valoriser, par exemple, mes déchets verts ou pour valoriser mes bouts de station d'épuration.
La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est bien de penser à la production, mais est-ce que derrière, il y a des offres fournisseurs? Eh bien, il y a de plus en plus de fournisseurs qui proposent des offres aussi bien à destination des particuliers que des professionnels. Donc, comme vous pouvez avoir des offres avec des taux de pourcentage variables sur la production, sur l'électricité verte, eh bien, vous avez de plus en plus d'offres de fournisseurs de gaz 100% ou X% d'origine gaz vert. Parce qu'ils sont capables de les produire, puisqu'ils ont X garanties d'origine qui leur garantissent d'avoir un gaz d'origine renouvelable. Par contre, comme je vous l'ai dit, physiquement dans les réseaux, effectivement, c'est du gaz naturel avec du biométhane qui se mélange, on ne peut pas faire la distinction. Et donc ça, tout à l'heure Michel en parlait, c'est un des mécanismes qu'on défend pour la réglementation environnementale 2020, c'est justement, au lieu d'avoir des énergies renouvelables dans le projet, voilà, des panneaux solaires, des pompes à chaleur, etc., ben peut-être permettre aux promoteurs de donner X euros dans un site de production de biométhane pour justement avoir accès à, là on voit 50% de gaz vert par rapport au calcul réglementaire de la méthode de calcul réglementaire, justement pendant 15 ans. Donc, dans le projet du promoteur, il va financer peut-être 100, et ce 100 va permettre d'avoir 50% de gaz vert pendant 15 ans, garanti. Donc, c'est un mécanisme où la sphère privée encore se dit, ben voilà, au lieu de mettre des panneaux solaires, etc., sur le site, eh bien, on reste sur des chaudières classiques ou avec des systèmes un peu plus adaptés. Mais l'innovation, c'est la molécule qui va circuler dans les tuyaux et non plus de la technologie très forte dans les projets. Du coup, le coût est transféré sur la production de biométhane. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, là, quand je vous enverrai la présentation, il y a un site qui a été développé par GRDF avec une base de données très riche sur la méthanisation, sur toutes les informations que je vous ai données si vous voulez aller plus loin. Du coup, la méthanisation, c'est le canal de production le plus en avance et où le potentiel technique est assez élevé puisqu'on peut produire à peu près 140 TWh de gaz vert par la méthanisation. Mais vous avez aussi deux autres moyens de produire du gaz vert. C'est la pyrogazéification. Donc là, on va la matière entrante, ça va être la biomasse ligneuse ou les déchets ultimes qu'on va pyrolyser et avec certaines conditions de température et de pression, on va produire du gaz vert qui va pouvoir alimenter. Et vous voyez que le potentiel est très important à hauteur de 180 TWh. Donc là, on est plutôt sur un gaz de synthèse, à différence de la méthanisation qui est un gaz finalement produit par process de fermentation de la matière organique. Et puis, vous avez aussi le power to gas, dont le potentiel est aussi élevé à 140 TWh. Et ça, on va y rentrer un peu plus en détail. Et là, c'est très intéressant le power to gas, puisqu'on va jouer encore la complémentarité des énergies et des réseaux, c'est-à-dire que l'excédent de production d'électricité d'origine renouvelable va permettre de faire de l'hydrolyse de l'eau, donc de casser la molécule H2O pour d'un côté récupérer de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Cet hydrogène, soit on va directement l'injecter dans les réseaux, et là il y a des expérimentations qui ont lieu côté GRDF, soit on va le coupler à du CO2 qu'on va capter pour produire du gaz de synthèse, donc H2 plus CO2. Si vous mettez les bons coefficients, derrière, vous produisez du méthane. Et vous voyez, ça peut être un moyen de capter du CO2 et un moyen d'être à horizon 2050 à zéro émission nette, donc la stratégie bas carbone. Donc, si vous captez ce CO2, voilà, c'est un des moyens pour être à zéro émission de CO2 à horizon 2050, de produire ce gaz de synthèse. Surtout que l'hydrogène, c'est un enjeu fort, on en parle de plus en plus, et la France est dotée d'un plan ambitieux, France Hydrogène, avec des moyens financiers importants. L'hydrogène, c'est important, vous voyez, vous voyez à l'écran les consommations d'hydrogène dans le monde et en France, et surtout les modes de production, là j'ai mis un focus sur la France, c'est extrêmement carboné. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, il est important dans l'écosystème industriel, mais sa production est extrêmement carbonée. Donc, il faut
il faut verdir aussi cette production, parce que l'hydrogène, on en a besoin dans l'appareil énergétique et économique et industriel français. Donc, il y a 3 axes prioritaires dans la stratégie hydrogène. C'est décarboner l'industrie, puisque l'industrie est fortement consommatrice d'hydrogène. Je reviens sur la slide d'avant, vous voyez, industrie chimique, ammoniac et engrais, raffinage pétrolier, voilà ce qui consomme beaucoup d'hydrogène. Donc, c'est le secteur industriel, donc on va décarboner l'industrie en faisant émerger une filière française de l'électrolyse. Donc priorité du coup est donnée à l'électrolyse puisqu'on a un fort potentiel. On va développer aussi la mobilité lourde à hydrogène décarboné, donc plutôt la flotte lourde pour ce type et c'est d'ailleurs ce qui se passe, hein. L'électricité plutôt pour la mobilité des particuliers légères et le gaz au sens large pour la mobilité lourde. Et puis un des enjeux majeurs, c'est aussi que la France puisse être pionnière dans l'hydrogène et développer cette énergie, puisqu'il va y avoir un enjeu majeur. Et comme je vous l'ai dit, l'énergie, c'est le nerf de la guerre, eh bien, il va falloir être très innovant et en avance par rapport aux pays du globe. Les différents types d'hydrogène aujourd'hui, eh bien, vous avez ce qu'on appelle l'hydrogène vert, le 100% vert, issu finalement des excédents de production d'énergie renouvelable, hein, via l'électrolyse de l'eau, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le power to gas. Sinon, vous avez, via le biogaz, vous pouvez vaporiformer le biogaz pour produire de l'hydrogène, ou faire la pyrolyse de la biomasse et avoir de l'hydrogène. Donc ça, c'est plutôt, on part de quelque chose de vert, on parle d'un hydrogène vert puisqu'il est issu de la matière renouvelable. Sinon, on parle de l'hydrogène bleu, c'est plutôt les excédents de production d'énergie nucléaire. Tout à l'heure, je vous le disais, on a 1,2 milliard de ventes d'électricité à nos pays voisins, c'est par rapport aux accords qu'on a, mais peut-être que cet excédent d'électricité, on pourra aussi l'utiliser pour produire de l'hydrogène, ou sinon aussi, on pourra le produire, cet hydrogène, à partir de gaz naturel, mais ce n'est pas la tendance quand même, comme je vous l'ai dit, puisque le gaz naturel, c'est quand même une énergie du passé. Et ce dont on va se détourner encore plus, c'est de l'hydrogène gris, donc l'hydrogène carboné, issu des matières, des sources fossiles. Une fois produit, hein, qu'est-ce qu'on peut faire de cet hydrogène? Eh bien, on peut l'injecter directement dans les réseaux en le mélangeant au méthane qu'on transporte actuellement dans les réseaux. Donc, il y a une expérimentation GRID qui a lieu actuellement, donc c'est à Dunkerque. Pour les Dunkerquois qui nous écoutent, je sais que ça peut peut-être que vous connaissez ce projet, c'est le projet GRID. Donc là, l'objectif, c'était de regarder, d'injecter entre 0 et 20% d'hydrogène dans notre réseau et voir comment ça se passait au niveau du réseau. Est-ce que ça venait perturber notre réseau? Est-ce que ça venait aussi au niveau des générateurs? Qu'est-ce que ça occasionnait? Puisque le pouvoir calorifique de l'hydrogène est beaucoup plus faible que le méthane. Donc, à voir comment ça s'organisait. Donc, la tendance, c'est plutôt de mélanger jusqu'à 6% d'hydrogène dans les réseaux avec du méthane. Côté injection de méthane de synthèse, eh bien, voilà, on est en train de travailler là-dessus et il y a pas mal de projets qui voient le jour. Et il y a d'ailleurs GRDF a rejoint une ambition européenne qui s'appelle Ready for Hydrogen, du coup. Et donc, il y a à peu près 70 acteurs européens qui se sont réunis dans cette démarche, justement pour développer tout ce qui était hydrogène. Et GRDF a rejoint ce consortium, puisqu'il y a un enjeu majeur. Et enfin, injection sur les réseaux d'hydrogène, à voir s'il faut dédier un réseau 100% hydrogène. Ça, c'est quand même complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a des investissements. Du coup, il y aura des nouveaux investissements à faire. Voilà, en termes d'euros, il y aura quand même des choses à travailler. Donc, c'est peut-être la solution la moins évidente à mettre en œuvre aujourd'hui. Et finalement, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que là, je vous ai beaucoup parlé du changement de la molécule. Donc, pour répondre aux enjeux de demain,
il y a les gaz verts, c'est stratégique pour la famille gazière, mais il y a aussi l'hybridation des solutions énergétiques aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour gérer la pointe hivernale, pourquoi ne pas hybrider les systèmes? Donc pourquoi ne pas jouer sur les avantages de l'électricité et du gaz et de l'utiliser au meilleur moment où les avantages s'expriment? C'est-à-dire quand c'est la pointe hivernale, peut-être plutôt solliciter le gaz, puisque le gaz est stockable, puisque le gaz il a un très bon coefficient de performance, il a un très bon rendement. Donc du coup, peut-être mobiliser le gaz à ce moment-là, puisque pour soulager aussi le réseau électrique, puisqu'il va être en tension à cause des pics de consommation, et utiliser plutôt l'électricité quand on en sera sur, où par exemple le nucléaire et les énergies renouvelables pourront répondre à ces enjeux, donc le contenu CO2 de l'électricité sera imbattable, entre guillemets. Donc vraiment jouer sur l'hybridation, puisque l'hybridation, c'est un petit peu dans les projets ce qu'est le mix énergétique au niveau macroscopique, quoi. Donc les énergies doivent s'entraider entre elles. Et qu'est-ce que ça donne au niveau macroscopique? Et c'est d'ailleurs de plus en plus la stratégie qui est en train d'être développée par les opérateurs de réseau, c'est la complémentarité contre la thermosensibilité. C'est que le réseau électrique, il a des spécificités, le réseau gaz également, eh bien, ils vont se rejoindre sur l'hydrogène, ils vont se rejoindre aussi sur la cogénération, sur la pile à combustible et sur les chaudières hybrides. C'est-à-dire que la cogénération et les piles à combustible vont venir produire de la chaleur au moment où on va avoir des pics de consommation de chaleur, où les besoins vont être importants, et aussi du coup produire l'électricité en parallèle, là où du coup le système, pour venir soulager un petit peu le système électrique qui sera en tension. Donc là, voilà, cette cogénération va être tout à fait pertinente dans la mixité et la complémentarité des réseaux. Et puis la chaudière hybride, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'une chaudière hybride ou une PAC hybride? C'est l'association d'une PAC, une PAC électrique, et d'une chaudière THPE, très haute performance énergétique. Et du coup, on va faire fonctionner l'équipement au meilleur moment de sa performance. La pompe à chaleur, si la température extérieure est très basse, elle n'est pas performante d'un point de vue coefficient, d'un point de vue COP. Donc, on va plutôt solliciter la chaudière THPE. Et dès lors que les températures seront douces, c'est plutôt la pompe à chaleur qui sera sollicitée, puisque la performance sera au rendez-vous. Donc, vous voyez, là, on est en train d'encore plus interconnecter les réseaux au profit de la performance environnementale, économique et du confort des usagers. Du coup, en conclusion, les atouts du gaz vert, on les a réunis sous 3 bannières. L'atout énergétique, l'atout économique et l'atout environnemental. Énergétique, c'est un approvisionnement 100% local, donc on est moins dépendant des pays exportateurs. C'est une production décentralisée et continue. Donc c'est vrai que pour GRDF, c'est un nouveau métier, et c'est aussi ça fait un petit peu écho au précédent webinaire sur les métiers proposés par GRDF. Historiquement, chez GRDF, on transportait le gaz d'un point A à un point B. Demain, on va avoir plein de sites de production à travers le territoire, et le gaz va devoir aller dans un sens et dans un autre. Donc, c'est un nouveau métier qu'il va falloir gérer. En plus, ça va être une production en continu qui va être qui va être très différente en été et en hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, comme on va avoir des besoins en consommation très forte, peut-être que ce qui va être consommé, produit va être directement consommé, mais en été, les consommations de gaz sont très faibles, puisqu'on n'a pas d'usage chauffage, que d'usage eau chaude sanitaire. Donc il va falloir faire remonter dans les réseaux de transport, voire dans les cavités de stockage, ce gaz. Donc voilà, là il y a des débouchés de métiers pour vous qui peuvent être très intéressantes. Et la consommation, effectivement, c'est pour tous les usages. Environnemental, comme je vous l'ai dit, on réduit fortement le contenu CO2 de notre énergie, et puis c'est à l'échelle du bâtiment, mais aussi de l'agriculture et des transports, qu'on va réduire l'impact environnemental, puisque la mobilité au gaz, c'est vraiment un moyen de réduire fortement notre dépendance au pétrole et les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de bruit, les émissions de particules. Tous ces des avantages importants. Si on continue sur les avantages environnementaux, on diminue notre dépendance aussi aux engrais de synthèse. Donc là, on est plutôt sur un engrais naturel. On protège la biodiversité. C'est un stockage de carbone dans les sols, et
du coup, comme on utilise moins d'engrais, réduction de la pollution des eaux. Et d'un point de vue économique aussi, c'est qu'on est, on est moins dépendant des pays extérieurs, diversification, sécurisation et augmentation des revenus pour les agriculteurs. Développement de nouvelles filières créatrices d'emplois non délocalisables. Comme je vous disais, un site de méthanisation, c'est 3 à 4 emplois à l'année. Et ce qui est très intéressant, et ça intéresse beaucoup les territoires, c'est que comme on utilise l'économie circulaire, on a une meilleure gestion des déchets. Et enfin, je vous ai mis un petit slide sur la force du réseau, puisque voilà, le réseau, il est là, il existe, il couvre 77% de la consommation, et il va se moderniser et s'adapter pour répondre aux enjeux de demain. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette intervention sur les gaz verts. Donc, il nous reste un peu moins de 5 minutes, si on doit respecter le timing parfaitement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? N'hésitez pas, je suis à votre écoute pour y répondre. Quoi qu'il arrive, vous aurez la présentation. J'ai enregistré, donc il y aura le replay qui pourrait être mis à disposition également. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou sinon, Michel et Patrick, si vous voulez dire un petit mot de conclusion, je vous passe la parole également. Bien écoutez, merci du coup pour cette longue vie au gaz vert. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez que votre parole sera entendue. Effectivement, on a la filière gazière a du mal à faire reconnaître les gaz verts comme il se doit auprès des pouvoirs publics, mais on y travaille, on se bat tous les jours pour que ce soit reconnu. Donc, comptez sur nous, on va le faire. Merci Ludovic pour cette belle présentation très intéressante sur le développement des gaz verts et sur un projet au moins concret et ambitieux, mais concret et qui fait pas appel à la part du rêve. Exactement. Et effectivement, c'est très concret. Et ce que je peux rajouter, c'est que les sites sont visitables. Donc, si vous avez envie de comprendre, d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de la ICVF. Et je pourrais vous mettre en relation avec nos équipes en région pour organiser des visites de sites. Parce que tout le monde s'y intéresse, les agriculteurs, la FNSEA, les collectivités territoriales. Parce que c'est quand même, moi je trouve ça quand même très très bien. Voilà, je vais le dire très simplement. Et donc n'hésitez pas, et surtout c'est un peu comme le vin. C'est des gens qui sont passionnés et qui vont vous parler de leurs moyens de production de gaz vert de manière passionnée parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font. Et moi je trouve ça bien d'avoir des gens passionnés, donc qui se sont vraiment intéressés à ce mode de production et qui seront très contents de vous accueillir et de vous faire découvrir cette innovation. Et j'ajouterai à ça que dans la construction des unités de méthanisation, beaucoup d'entreprises intervenantes sont des entreprises françaises. Donc, qui maîtrisaient, alors pour un bon nombre, elles sont originaires de l'exploitation des gaz de décharge publique qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Elles avaient ce problème d'éliminer les gaz de digestat des décharges publiques en construisant à l'époque des réseaux de torchères et puis ensuite après en exploitant la chaleur. Et donc la France dispose d'un savoir-faire considérable dans le domaine. Ça, je ne le savais pas, tu vois. Donc merci Patrick pour cette information. Les premières entreprises qui ont exploité des gaz verts ou des gaz de récupération, c'était il y a 40 ans. D'accord. Ouais. Eh bien, écoute, merci pour cette précision et pour cette montée en compétence pour ma part que je n'avais pas nécessairement. Eh bien, écoutez, pour respecter le timing, il est 15h15. J'ai regardé sur les fils de conversation, il n'y a pas d'autres questions, donc merci beaucoup. S'il y a des questions complémentaires, des envies complémentaires, n'hésitez pas. Si je ne sais pas répondre, j'irai chercher la réponse. Donc, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup à tous.
Merci Patrick, et à très bientôt, je l'espère, dans le monde gazier. Merci Ludovic, à très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous, au revoir.